What? Oh nom de Dieu! Sico Mélenchon, Sico Poutou, Sico Sarko. Avec les autres chiens, on parle en français sans politique. Les amis, on est à côté d'Orthez, ça s'appelle les Petits Béarnais. Ils font de l'élevage bovin, ils font de l'élevage porcin, ils font un petit peu de fromage, un petit peu de lait, un petit peu de yaourt, ils font plein de trucs absolument délicieux. J'ai mangé ici ce midi, je sais de quoi je parle. On va découvrir tout ça. D'ailleurs, dans la journée, on va faire plein de trucs de fou parce qu'on va également apprendre à conduire des troupeaux avec des chiens. Je vais moi-même m'entraîner à dresser des chiens, à ce qu'ils pilotent des moutons et des vaches. Mais avant ça, on va faire de la griffe à foin avec Marie-Sarah. Allez, c'est parti! Du coup, là, on est avec Marie-Sarah, ça va? Ça va, très bien. Donc du coup, là, on va faire de la griffe à foin. Grosso merdo, ça consiste en quoi? C'est ce qui nous permet d'amener le foin du champ sur cette jolie petite dalle bétonnée et du coup à nous la mettre ensuite dans nos grosses cases ventilées où c'est en vrac, donc le foin il n'est pas en boule ni rien. Donc on le chope, on le met dedans et après le foin il sèche tranquillement et de bonne qualité en plus. Pour nos vaches. Voilà, et après, quand on veut leur donner à manger, on vient le récupérer avec notre bras. Donc le bras, c'est le long truc qu'on va voir tout à l'heure. Et après, on leur met devant les cornadis pour qu'elles puissent manger. Le but du jeu, là, c'est de voir si moi, je suis capable de mettre le foin ici à bouffer aux vaches. Exactement. Tu m'expliques, du coup, j'ai jamais fait. Allez, on y va. Monte. Ok, c'est parti. Et ensuite, j'espère que tu vas y arriver. Il faut aller grimper dans la machine rouge, là. Faut que je grimpe là-dedans? Oui. C'est bon, tu le tiens? Oui. Ah ouais? Wow. Oh, mais j'ai l'impression d'être dans Star Wars. Ok. Tu baisses là, je mets la petite sécu. sécu. Voilà, toujours la sécurité avant tout. Mais bien évidemment. C'est mon deuxième prénom. Ensuite, sur ta droite, tu as un bouton, oui, là. Celui-là, et tu le tournes jusqu'en haut. On est Donc, d'accord ça que dure tu vas me dire tout ce qu'il faut faire, mais il n'y a pas un moment donné où ça va partir et toi tu vas te faire expulser, on est d'accord? Si tu touches pas au pédale ni à Ah, rien, bah non, mais c'est précise du coup. bon. Au pire, je m'accroche. Ce bouton noir, tu le tournes vers le haut. Tu fais clic, clic, clic. Comme clic, clic, clic. Ouais. Nickel. Là, c'est bon? Là, c'est la première étape. J'ai fait clic, clic, clic. Alors ensuite, nous avons différentes parties. Si tu veux rééteindre, comme ça, c'est plus facile à comprendre. Ouais. Du coup, ici, tu as deux pédales. Ces Oui. deux pédales, elles vont t'aider soit à avancer et reculer. Ici, tu as deux manchons. Et soit tu avances ou tu recules. Ouais. Et pareil pour l'un, pareil pour l'autre. Ok, donc comme les pédales. Comme les pédales. Là, on va rester sur du basique. Oui, non, on va pas commencer à faire des figures artistiques. On va faire des loopings et Non, des trucs comme ça. Parce qu'on peut, évidemment. Évidemment. Ouais, je vois bien. C'est pour ça qu'on dit qu'on s'amuse ici. Très bien. Donc, si tu veux, je te laisse rallumer la machine. Ouais. Et après, par contre, tu auras besoin de tes mains. Parce qu'en gros, ça, les pieds, c'est pour me faire déplacer ma cabine. Ouais. Et les mains, c'est pour déplacer le bras? Oui, il y a un des pieds, ça va te permettre d'avancer ton bras et de le ramener vers toi. Ok. Voilà. Juste question qui, comme ça, peut paraître bête. On est d'accord qu'il y a une sécurité. Genre, vu que je connais pas les mouvements, il n'y a pas de risque que je déglingue le muret, par exemple. Si. Ah, voilà. Bah non, Mais le Elle me le but, dit c'est de d'avoir façon un tout à bon fait sereine. réflexe. De toute façon, t'as des bons réflexes. je sais pas. On Mais va si, voir. Allez, allez, moi je crois en toi. Donc tu allumes ta machine. J'y vais. Hop. Très bien. Ta main droite, tu la poses sur ta manivelle. Ouais. Et tu lèves. Je lève. Ouais. Très bien. Ensuite, on va tester les autres pédales. Ok. Sur ton pied droit. Pied droit. Si tu le pousses, ça donne quoi? Ah, j'avance ça agrandit Ok, le donc bras. ça, ok. Et ça va être la cabine du coup. Ça, c'est avec la cabine. Donc là, j'avance le bras. Là, je recule le bras. Là, je descends. Là, je monte. Ouais, Nickel. exact. Et ensuite, celui-là, ça va faire pour te tourner. Me tourner? Ouais. Donc, fais tout de suite ou attends, pas? non. Alors, tu vas sinon, mettre. c'est à ce moment-là que je t'écrase. Exactement. Tu vas mettre ton pied gauche. Voilà, nickel. Tu as une petite manivelle à ta main droite. Ouais. Ouais, et bien ça va te servir soit par partir par là, soit par partir par là. Ah ouais? Ouais, donc essaye de la tirer vers toi tout doucement. Si ça monte. Vas-y, continue. Voilà, nickel. Je savais. Donc là, tu la mets tout le temps pour aller vers là-bas. Hein. Et bah pas derrière parce qu'il y a le mur. Hein. Ah, vraiment, je pourrais taper le mur là? Ah oui, bien sûr. Ah, mais d'accord. Ouais, la machine, elle s'en rend pas compte de ce Donc que vraiment tu fais. comme ça. Ouais, nickel. Ok. Très bien. Donc je te conseille juste d'avancer vers là-bas. Donc j'avance comme ça. Ouais. Et Ok. ensuite avec ton pied gauche, Avec mon c'est pied là où gauche. tu vas t'amuser. Ah, je vais m'amuser avec le pied gauche. Ouais, c'est soit tu pars par là, soit tu pars par là. Comment ça? Waouh! Oh, je m'y attendais pas. Je peux aller là-bas? Non.
Si, tu peux. Ah, je peux aller là-bas? Oui, mais par contre, tu vas être bloqué, donc faut pas aller jusqu'au bout Attends, du... mais ça veut dire que là, attends, je vais m'avancer un peu parce que j'ai pas envie de te mettre un coup. Là, je peux partir en mode Space Mountain et passer au-dessus. Oui, What? C'est normal que ça bouge comme ça? oui, doucement, voilà. Règle bien avec ton pied, faut que tu sois souple. Vraiment, ce qui me manque dans la vie, c'est de la souplesse en fait, moi. Nickel, c'est bon, tu l'as. Ok. Formidable. Là, je peux aller dans ce sens-là. Donc là, le but, c'est de faire quoi après? Du coup, avec ta grande manette sur ta gauche... Ah, super, j'ouvre, voilà, c'était là, celle-là je que je ferme. voulais essayer. Très bien. Là, je tourne. Là, Ouais, je tourne. ouais. Ok. Je vais aller prendre celui-là, là. Ouvre. J'ouvre. Alors, c'est dans quel sens? C'est la main gauche, c'est la main gauche. La main Et tu gauche. la pousses. Ah, je pousse. Non, la main gauche. Ah, mon autre gauche, tu veux dire? Oui, ton autre gauche. Et Cette gauche-là. voilà, super. Ok, après, Génial. je descends. Après, tu descends et là, tu fermes. Je prends tout ça, c'est normal? Oui. Comment je sais que j'arrête de fermer? Là, c'est bon. Là, je suis beau? Ouais, et là, tu lèves. Oh nom de Dieu. Nawel, t'es pas prête. Regarde ce que je sors. Oh nom de Dieu. Stop. Redescends un peu plus. Voilà. Encore un peu. Et après, tu tournes sur la gauche. Ouais, ta main gauche, tu fais comme ça. Non. L'autre gauche. Merci de préciser. Donc là, je tourne. Oui. Super. Surtout, ne change rien. Très bien. Stop, on s'arrête là. Avec ton pied gauche. La vraie gauche. Oui, tu Ouais. appuies. Là, je fais quoi? Appuie. Voilà. Putain, c'est incroyable. Je suis en train de vivre un truc de dingue. Là, ouais. stop. Et ça, c'est votre Stop. quotidien, vous. Et là, tu baisses ton bras. Donc, avec la main... Ouais, nickel. Parfait. Et on va faire un truc assez technique. Ah, C'est qu'avec ton pied droit, tu appuies dessus. Là, c'est bon. Et là, avec le relin main droite, tu baisses. je vais pas taper la barrière, là. Non. Super. Et là, tu ouvres. Et c'est avec l'autre gauche. L'autre gauche, pardon. Ah, mais... Oui. mais là, je vais en foutre partout par terre. Mais c'est le but. Ouais, mais il y en a partout, quoi. C'est pas très propre. C'est pas grave. C'est déjà bien pour toi. Ok. Je remballe. Et est-ce que tu as envie de le ramener dedans? Ah non, en fait, là, tu me fais vraiment faire un travail qui sert à rien, du coup. Exactement. Je lave ce que je viens de faire. On fait un test, en fait, c'est ça? Ouais. Et C'est comment ça. je fais pour pas que j'abîme le sol? Mais t'inquiète pas, tu es Tu me encore diras loin. stop? Oui, je te dirai stop. Là, c'est comment? Là, c'est bien. Là, tu Non. fermes. Ça va pas rayer le sol ou quoi? Non. Là, c'est pas mal? Très bien. Allez! Qui c'est qui va nettoyer maintenant? C'est toi. Stop. Faut pas aller dans le mur. Hein. Tu peux reculer. Donc, avec Non. ton pied. Celui-là? Non, le Celui-là? gauche. Ouais. Et tu vas vers là. Ouais, nickel. ciao. Je me casse, les nazes. Je vais pas rentrer dans le foin, là, à un moment? Non, t'inquiète. Là, tu t'arrêtes. Avec ton pied droit, Ah, pied droit, tu quoi? vas refaire Je vais un ramener peu le bras. revenir le bras vers toi. Voilà, nickel, Ah, t'as vu, ça... parfait. Eh, je commence à capter, hein. Et c'est nickel. Et là, je peux encore me poser. Ouais. Je repose. Ouais. Nawel, t'en penses quoi de mon travail? C'était magnifique. Ouais, tu trouves pas que ça fait un peu crade, là, quand même? Non. Mais je vais ranger avec une fourche après. Ah bah tout va bien. Ok, donc du coup, après, je fais quoi? Voilà, t'as fait l'activité. Ah, j'ai juste fait l'activité. Mais en fait, vous avez fait tout ça avant que j'arrive parce que vous saviez que j'allais foutre la merde, en Mais fait. pas vraiment, en fait, faut leur donner tout le temps à manger aux vaches. Donc du coup, c'est obligé Ok. que ça soit là. Donc en fait, là, j'ai pas servi à rien non plus. Exactement. T'as pas Ok. servi à rien parce que regarde, il y avait un petit trou là, t'as comblé le trou. Ah bah voilà, j'ai comblé le trou, absolument. Du coup, là, je fais un créneau pour rentrer. Alors, attention, hop. Attention, retour au bercail. En douceur, hein. Très en douceur. Ah, mais il y a tout ça qui bouge en même temps que moi, j'avais même pas vu. Alors, tac. Et voilà. Disneyland Paris n'a qu'à bien se tenir. Et là, la sécurité, elle est où, Marissa? Bah, elle est pas ici. On est obligé de sauter. On vit dangereusement sur YouTube. Hein. On va faire une activité plus simple. On va demander aux chiens de travailler à notre place. Tiens, je te reprends ça. Merci, Marissa. Bah, de rien, avec plaisir. Du coup, là, je vais voir ton papa, je crois. Ouais. Qui est de l'autre côté. On y va. Et sur la route, Marie-Sara, tu nous racontes un petit peu, toi, ça fait combien de temps que tu bosses ici? Comment t'es arrivée Alors, là? du coup, moi, avant, j'étais stagiaire ici il y a 7 ans. Ouais. C'était grâce à mon école agricole que je suis arrivée du coup ici. Mais de base, j'étais partie totalement dans les chevaux. Dans les chevaux? Ouais, totalement. Ah ouais. Je voulais faire un élevage de petits Shetland. C'est les petits trucs là, Ouais, comme ça. ouais. Et du coup, à la fin de mon BTS, je suis partie en fait dans les brebis et de base je voulais être bergère. Et bah voilà, le BTS était fini, il fallait que je trouve un boulot. Et JB et Fanny étaient au courant que bah, j'avais fini mes études. Et du coup, ils m'ont appelé et moi je leur ai dit ok, il n'y a pas de souci, je fais du fromage pour vous.
Par contre, je veux garder quelques jours dans les brebis pour monter mon installation plus tard et tout ça. Et du coup, maintenant, ça va faire 2 ans et demi, 3 ans que je suis là. Et donc, du coup, un projet d'installation est né avec eux. Et donc, du coup, je vais peut-être partir sur un parrainage l'année prochaine pour pouvoir m'installer dans 2 ans et demi, 3 ans et avoir mon propre troupeau de brebis avec eux pour agrandir cette ferme et la diversifier. Trop bien. Voilà. Eh ben, on te souhaite que tout se passe bien. Ben, je me souhaite aussi que tout se passe bien. Et également pour vous que la tournée se passe très très bien. Ouais, ça devrait aller. Merci pour ce cours de griffe. Bah, merci à toi, tu as rien cassé, je suis fière de toi. Merci. Tu sais, les gens sont fiers de moi quand je casse rien. C'est de dire l'image qu'ils ont de moi. Donc maintenant, on va voir le grand patron. Il est juste en face de moi. C'est JB. Ça va? Salut. On fait genre, on n'a pas mangé ensemble ce midi. Non, on se connaît pas. Bon, j'espère qu'il va pas casser mon chien. Bah, alors moi, je le touche pas si tu veux. Ah, non, Il a mais pas non, de mais- commande, ton chien ou... Non, c'est juste par la voix. Ok. C'est lui la star? Oh, la star très très locale. Hein. Sico, viens dire bonjour aux gens d'internet. Du coup, on va directement. Je vais Ouais. prendre mon premier cours de. Comment on peut appeler ça? Cours de Du chien de dressage de chien de troupeau. troupeau. Ok. Toi, comment ça se fait que tu fais ça? Bah, parce que j'ai toujours aimé ça et que pour bouger des vaches, un chien, ça amène énormément de possibilités pour faire du pâturage. Ok. Et déplacer les animaux, que ce soit des jeunes ou des vaches laitières, de pré en pré ou les ramener à la traite. Et donc du coup, le chien, il nous a révolutionné la ferme. Toutes les parcelles qui étaient loin, elles sont pâturables par les vaches. Et donc du coup, les fromages que tu as goûtés à midi, eh ben, ils ont le goût de l'herbe parce que les vaches, grâce aux chiens, peuvent aller dans les prés loin, quoi. Sinon, on était bloqué pour les amener. Mais attends, du coup, ça veut dire que les chiens, ils arrivent tout seuls à aller envoyer les bêtes dans Alors, les champs? Nous, on y va en quad avec eux. Ok. Ils sont sur le quad là, ici. Là. On va dans le pré, mais parfois jusqu'à 3 km. On lance les chiens et après, c'est eux qui font le travail, sans ordre. On dit rien, ils ramènent les vaches. Alors nous, on a juste quelques brebis là, c'est ce qu'on va faire maintenant pour dresser les chiens et leur apprendre les ordres, etc. Et après, en fait, on prend 1 ou 2 chiens. On a 5 chiens opérationnels aujourd'hui. Et donc, celui qui va chercher les vaches ou celle qui va chercher les vaches, il part avec 1 ou 2 chiens. Tout seul, il arrive à passer au bord des maisons, au bord des routes. Ce qu'on pouvait absolument pas faire, même avec plusieurs personnes. Donc le chien, il nous a augmenté le pâturage. Et donc la bonne herbe pâturée en bio, là, elle est grâce au chien. Mais du coup, ça veut dire que vous avez 5 chiens pour combien de vaches? On a 25 vaches et à peu près autant de jeunes. Donc il y a plusieurs chiens qui peuvent tourner. Ils ne travaillent pas tous en même temps. Le problème, c'est que ça, si jamais ils se blessent ou si jamais là, il y a une chienne qui a des petits, donc qui ne peut pas travailler, et donc il faut toujours en avoir un peu plus. Vaut mieux en avoir un de plus qu'un de moins parce qu'on ne les trouve pas, ça ne s'achète pas sur le marché. C'est plus compliqué de trouver un chien dressé, quoi. Donc il faut se les fabriquer, ça prend du temps à dresser. Donc du coup, voilà Ok. l'histoire des chiens chez nous. Ok, trop bien. Parce que toi, t'es issu du milieu agricole ou pas? Oui, mon oncle avait des vaches, mais il dressait pas des chiens. Mais tes parents à toi? Mon oncle avait des vaches, mes parents non. Non, donc toi, t'es pas issu directement du Non, milieu pas agricole. directement, mais j'étais baigné dedans quand j'étais petit. Et tu t'es lancé dans l'agricole à quel moment? Eh bien, on s'est rencontrés avec Fanny dans une école agricole. Et donc, à partir de là, avec la même passion et un jeune couple amoureux, on s'est lancé dans la production de lait et de fromage. D'accord, ok. Donc là, on part aux brebis. Ouais. Là, on dirait presque qu'il veut attaquer les animaux. Oui, Quoi. c'est un prédateur, là. Ah oui, vraiment? Oui, c'est un prédateur. C'est pas du tout le copain des brebis. Hein. C'est l'ennemi qui va les faire bouger en leur faisant peur. Alors moi, je veux pas qu'ils les mangent, je veux qu'ils leur fassent peur pour les déplacer. Donc, il faut que je gère l'agression. Le but du jeu, c'est qu'elles aient assez peur pour pouvoir bouger là où je veux qu'elles bougent. Je Ok. peux les pousser là-bas, je peux les ramener ici, je peux en faire un peu ce que je veux. Ah ouais. Avec le chien dressé, quoi. C'est le D'accord. chien qui les bouge. Donc, moi, j'agis sur le chien et le chien, il agit sur un autre animal et il change son comportement. C'est ça qui est génial, c'est qu'on a un impact par un animal sur un autre animal. C'est quand même extraordinaire, ça. C'est un politicien. Tous ces ordres, c'est des ordres politiques. Un nom d'homme ou de femme politique, c'est un ordre. Sico, Mélenchon, Mélenchon, Mélenchon. Mélenchon, ça veut dire viens, par exemple. Du coup, là, si moi je lui dis le nom de Jean-Luc, il va venir ou pas? Vas-y, essaye. Mélenchon. Faut que je dise son prénom avant, peut-être. Exactement. Sico, Mélenchon. Excellent. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'amuser à faire? Et bien maintenant, on va le lancer et puis je vais t'expliquer le principe du dressage. Ok. Macron. Macron. Alors Macron, c'est tout droit. C'est au centre, en fait. Le Pen. Le Pen. Le Pen, c'est pour s'arrêter net au garde à vous. Sico, Mélenchon. Le Pen. Ok. Sarko. Donc Sarko, c'est à droite. À droite, évidemment, bah oui. Forcément. Sinon, ce serait pas drôle. Là, il va les ramener. Ils vont nous arriver dans les genoux un peu. Ok. Le. Ok. Poutou. Poutou, ça veut dire recule. Poutou. Poutou. Ok. Hollande. 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 Le Pen. Le Pen. Hollande. Le Pen.
Le. Hollande. Le Pen. Macron. Macron. Le Pen. Hollande. Hollande. Voilà, donc après, c'est un peu le robot avec la télécommande et je fais à peu près ce que je veux. Enfin, c'est pas, je fais pas des concours, mais Le Pen. Mélenchon. Il y a un ordre de fin, Sicot. À voter. À voter, ça veut dire, c'est un ordre de fin. Je sais pas si tu as vu, il donne un petit coup de langue en disant je me décontracte. À voter. À voter. Voilà, il donne un petit coup de langue et Ouais. ça veut dire je suis moins en tension, je suis moins à la chasse en fait. Ah ouais. Effectivement, là, quand on le voit faire, on a vraiment l'impression que tu joues avec une Mm. radiocommande. Lui, il s'amuse. Lui, il s'amuse pas, lui. Il travaille. Ah Il ouais. chasse, lui. Ah ouais, Il vraiment. chasse et moi je suis le chef de meute qui lui dit ce qu'il faut faire. Comme les loups vont chasser ensemble et donc le chef de meute, il sait donner le placement des autres en fait. Donc c'est pas un jeu, c'est une passion du travail. Il travaille et le travail c'est de la chasse. Il exprime juste un instinct naturel Hmm. de prédater en fait. Simplement, je lui ai appris de pas trop mordre violemment, de pas ouvrir, enfin juste de les faire bouger. Donc il est passionné de travail et donc dès que je dis Sicko, là on voit qu'il est cool. Mhm. Dès que je vais l'appeler par son prénom, il va relancer son esprit de chasse, il va se remettre prêt à bondir. Comme il est en esprit de chasse, comment il fait pour ne pas aller justement à niaquer fort l'animal Ah mais quoi. ça c'est moi en dressage qui vais répéter des choses. C'est comme l'éducation d'un enfant, hein. J'adapte les exercices, c'est tout, hein. Mais c'est juste des c'est bien et des non. Et donc quand il comprend que c'est bien, il valide le geste et on met un mot dessus. Quand c'est non, non, ça veut dire que on n'est pas content et donc on va corriger, il doit corriger son comportement. Donc c'est juste de la répétition de dressage avec des exercices progressifs. Et avec ça, on arrive à... Là, il a 3 ans, il est à peu près dressé, on va dire. Plusieurs questions à nouveau. Est-ce que du coup ça veut dire qu'il y a des animaux malheureusement qui sont des animaux cobayes, donc du coup qui vont être là pour se faire mordre pour qu'il apprenne en fait? Les brebis, c'est des brebis pédagogiques, hein, clairement, hein. On ne fait pas un élevage de brebis, on a 5 petites brebis qui servent juste à montrer le dressage du chien et à démarrer des jeunes chiens. Alors, les jeunes chiens, on les met là-dedans dans un parc avec 1,50 m de grillage. Ça, c'est plus rock'n'roll avec les jeunes chiens. Ok. Les gribouillis de maternelle, ça part dans tous les sens des fois, hein, même jusqu'au mur de la salle de classe. Ah ouais. Les jeunes chiens, c'est un peu ça. Donc là, à nous, avec des bâtons, avec des laisses, avec des outils, de mettre plus de pression sur un jeune chien pour pas qu'il fasse n'importe quoi. Là, lui, c'est un chien déjà mature et dressé, donc du coup, il n'y a pas de problème, quoi. Tu dis que là tu fais une espèce d'école avec les chiens. Ça prend combien de temps? Alors, ça prend à peu près 3 ans. Ah ouais, c'est Le aussi long que chi ça. Alors, en fait, c'est comme un enfant. Un enfant, faut 20 ans et il y a 45 ans de boulot et après, c'est la retraite. C'est 30 70 et ben, le chien, c'est pareil. C'est 3 ans, 7 ans de travail et après, à partir de 10 ans, les border collies, ils commencent à être bien fatigués. Après, il peut commencer à travailler avant sa 3e année, hein. À partir d'1 an et demi, il peut commencer à faire des choses simples, on va dire, sur la ferme. Mais le dressage fini avec des ordres, c'est à partir de 3 ans que vraiment il est fini. Après, ce que je t'ai pas dit non plus, je sais pas si tu vas le filmer ou si tu me refilmes après, Ouais, c'est dis-moi. qu'en fait, il y a 2 types de dressage. Il y a un dressage sans ordre dans lequel je me balade et lui, il me ramène toujours les animaux vers moi. C'est comme ça qu'on ramène les vaches en quad. On dit jamais rien aux chiens. On balance les chiens, ils vont en face et ils les ramènent. Ça, c'est de la répétition, mais il y a aucun mot. Là, tu as vu la télécommande qu'on utilise assez rarement en fait. Et après, il y a un autre système, c'est avec des ordres sifflés, comme dans des concours là. Ça, c'est un sifflet dans lequel on va donner des ordres plus loin avec justement un codage sifflé. Ok, Voilà. genre court, long, enfin du morse Ouais, quoi. voilà, exactement, c'est du morse. Ok. Du morse. Je te Ok. montrerai aussi. Ça Et peut- après, il faut que tu essayes aussi. Ouais, ouais, je vais essayer, je vais essayer. Mais avant, autre question, parce que du coup, moi, mon chien, il connaît droite-gauche, revenir en avant. Est-ce qu'avec le mien, je peux le faire ou c'est trop tard? Il faut qu'il chasse. Ah, mais c'est un La base, chasseur. ouais, mais alors après, un malinois, c'est plutôt un chien de défense. C'est pas forcément un chien de troupeau. Il y a des races quand même qui sont plus adaptées. Après, c'est du cas par cas. Faut essayer. Moi, j'ai pas de réponse toute faite. Il y a des borders pour qui ça marche pas et parce qu'ils ont perdu cet instinct. Mais globalement, le border est au-dessus de toutes les races en termes moyennes. Le border collie est vraiment au-dessus. Dans les concours, il n'y a plus que des border collie. Dans les fermes, il y a pratiquement plus que des border collie. Mais ils ont été sélectionnés par les Anglais pour justement pas faire de sentiments et vraiment chercher un chien très performant. Et donc, ils ont un chien qui est exceptionnel en termes d'intelligence. C'est un chien exceptionnel. Et alors justement, qu'est-ce que tu penses du fait que c'est vrai que le border collie, c'est un chien qui est vachement à la mode. Moi, j'ai plein d'amis qui ont des border collie de compagnie. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'au départ, il a été sélectionné pour ça. Donc l'intelligence, elle est au service de l'éleveur. Après, si le mode de vie du border a évolué dans les villes, c'est un chien qui a besoin de se dépenser et c'est un chien qui a besoin d'apprendre. Il a cette faculté à apprendre, c'est un surdoué, hein, c'est clair, hein. Donc après, si quelqu'un en ville fait du jogging et le dépense, où il peut exprimer son énergie, et puis avec du dressage, lui apprendre des choses dans lesquelles le chien va réagir, mais pourquoi pas? Moi j'ai vu du chien du border en dancing dog ou en des choses comme ça, ou même en agility. Et en fait, il y en a de plus en plus et ils sont tellement brillants. Ils apprennent tellement vite que pourquoi pas se faire T'es amoureux de plaisir la avec race, un toi, en border. fait. Ouais, après, ce qu'il faut par contre, c'est garder une souche bergère. C'est que dans le border, ça se part pas que en
en chien de compagnie de ville parce que là, nous, on a besoin d'un chien chasseur. Là, tu vois, lui, il est chasseur, il est reparti là. Ouais. Ça, c'est pas bien. Ça, je devrais le. Tu devrais le corriger. Ouais, mais ça, c'est parce que je suis patient. Il est encore jeune. Il a quel âge? Il a 3 ans là. Donc ça, c'est normal. Moi, À 3 ans, c'est jeune. je préfère qu'il ait. Ouais, sur ce genre de détails, oui. Donc là, il va nous ramener les brebis sans que je lui ai demandé. Mais c'est pas grave. Là, si je ne veux pas le laisser passer, il faut que je le prenne dans le premier mètre. Ah oui, S'il me ramène les brebis, c'est trop c'est tard. trop tard. Parce qu'en fait, il fait son travail. Ah oui, mais il les ça, a tous simplement, mis, c'est boum, en rond simplement. devant nous, Voilà, c'est donc ça, dingue, hein. c'est son boulot sans ordre. Et donc là, si je me déplace, il va aller de l'autre côté et il va me ramener les brebis vers moi. Et donc, il va toujours regarder où je suis. On a l'impression qu'il ne me regarde pas du tout. Il va pas Et me en prendre fait- pour une brebis, moi. Là, il refait le tour. Ok. Là, tu vois, elles partent là-bas, ils gèrent la fuite. Elles repartent là-bas, ils gèrent la fuite. Bon, il est un peu trop près, ça se règle. Il est un peu proche, donc il met un peu de pression. Voilà, ça c'est bien. Donc là, quand il prend un peu de distance, je lui dis c'est bien. Et le mot c'est bien, il va comprendre que ce comportement d'écartement, c'est positif. Là, il se rapproche, il n'y a pas besoin. Et, voilà, ça c'est bien. Et donc là, je lui dis non, et après je lui dis c'est bien parce qu'il a reculé. C'est moi qui l'ai fait reculer, mais il a reculé, donc je lui ai remis du positif. Et après, je le relance. Allez. Et je peux alterner les ordres ou pas les ordres. Là, il peut nous les ramener directement sans que tu dises rien ou pas? Alors si je dis rien, non, parce que là, il faudrait qu'il comprenne, qu'il fasse le tour. Et ça, c'est Ça, c'est trop dur. compliqué. Il ne voit pas la barrière grillage, là. Ah ouais. Là, lui, il les ramène vers nous. Et comment ça se fait que... Par contre, avec des ordres, je peux les ramener, parce que je vais le faire pousser droit Eh oui, oui. et pas les ramener vers nous. Là, il nous les contient vers nous tout le temps, quoi. Et après, je peux donner les ordres avec le sifflet. Donc ça, c'est gauche. Le, stop. Donc là, le tac-tac, c'est pour aller droit. Et après, il y a les ordres de rotation. Et après, j'ai un stop en d'un coup qui siffle fort, quoi. Je vais les faire ressortir. Donc là, à nouveau droite. Et là, sans ordre, il doit me les ramener. Donc là, tu lui dis de s'en aller. Tu t'en vas, tu t'en vas, Voilà, tu c'est t'en ça. vas. Ça veut dire recule, poutou, 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 recule. Voilà. Donc après, il y a tous les ordres sifflés à peu près, ils y sont tous. Stop, viens, gauche, droite, recule. Donc maintenant, est-ce que c'est le moment où moi je peux jouer? On va se mettre un peu plus loin si c'est possible. Comme ça, Ouais. on a un peu plus d'espace. Ok, donc là, on va y aller d'abord à deux, au milieu. On va lancer le chien. Et après, je vais essayer de me sortir pour que ça soit toi qui dirige le chien. Stop, le. On y va tous les deux, au milieu des brebis. Et appelle-le par son nom. Mais là, le truc, Le c'est chien. qu'il Appelle va le nous chien par envoyer son nom. les moutons sur nous, là. Oui, non, mais là, c'est le but Sico. du jeu. C'est justement de faire déjà sans ordre. Et après, de mettre des ordres dessus. Essaye les ordres. Sico. Sarko. Donc là, il va les Sico, ramener. le. Très bien. Sico, le. Sico, Poutou. Sico, Mélenchon. C'est C'est dingue. génial. Bon, Sico, le. C'est pas mal, hein? c'est pas mal. Sico, hein. le. T'es fort, Sico, hein? Franchement. C'est incroyable qu'ils arrivent à faire la distinction entre autant de mots. Ils peuvent en prendre une 25. Là, il en connaît une dizaine. Après, tu as des allures pour aller doucement, pour aller... Sico, le. Il connaît sauter aussi. Par exemple, pour sauter sur le quad, DSK. DSK, il saute sur le quad. Et il y a un autre mot pour mordre. En politique, la morsure, c'est le Z du char russe, c'est Zemmour. Zemmour. Parce qu'en fait, il faut un ordre d'agression, il faut un ordre qui tape le chop, le Z. Ça, c'est moi qui ai inventé des bêtises. Hein. Ça Sico, s'appelle le. un politicien. Et j'essaie d'adapter les ordres. Sico, le. C'est-à-dire que tu essaies d'adapter les ordres. Ben, Zemmour, il n'y était pas, dans le chien d'avant, il n'y était pas sur mordre. Sico, Mélenchon. Et donc, Mélenchon. Zemmour et son agressivité, Oui. je l'ai mis dans la morsure de mordre. Bah, c'est pas mal hein, quand même. Bah, hein. je vois, j'allais te demander qu'est-ce que tu penses de Non, mais ma performance. tu as l'intonation
assez franche et donc du coup tu t'imposes par rapport au chien, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est parce que j'ai un malinois et un pitbull. Ouais, mais peut-être que ça se sent quoi. Ouais. Après, ça se sent. Sur les ordres, c'est assez clair. Après, sur l'intonation, il y a des différences. Le, c'est bien parce que ça claque. C'est C'est ça. un stop Et rigide. David, je le mets plus Alors que grave quand. la rotation, c'est il- plutôt Hollande, Ah oui, donc Hollande, ou Sarko, Sarko. En fait, Ok. c'est un ordre de rotation sans D'accord. agresser. Ouais. C'est un ordre de placement. Alors que, D'accord. par contre, le, ça veut dire stop. Le. Hollande, Ouais. Hollande. Et comment ça se fait que le chien fait la différence entre les moutons et Nawel, par exemple, qui était au milieu? Nawel n'est pas une brebis. Oui, mais comment Donc ce n'est pas une proie. Au début, le cochon était une proie, mais il a vite compris que je voulais pas. Mais après, on peut lui apprendre à chasser les poules ou à les laisser tranquilles, à chasser les brebis ou à les laisser tranquilles. Donc nous, on le canalise brebis et vaches, mais pas les poules. On veut pas qu'il court après les poules, même s'ils en ont envie. Hein. Alors, parce que nous, on a des Mais poules nous, à la les- ferme. Est-ce que je pourrais apprendre à mon malinois de les choper gentiment et de les ranger? Non, ça non, c'est compliqué. On veut que ce soit un prédateur, donc à un moment donné, pour le déconnecter des poules, c'est quand même très compliqué. On va à l'inverse de son instinct. Donc, Bah oui. Et ce qui est génial, c'est ça, c'est que toi, tu as un impact sur un et l'autre, il a un impact sur l'autre. Et donc les brebis, tu peux les attraper comme ça, alors qu'en fait, sans chien, ça serait impossible de les attraper. Tu Oui, parce qu'on serait courrais, pas assez rapide. là, tu les attrapes comme ça. Quoi. Voilà, donc ça, c'est la petite passion, mais c'est pas qu'un numéro de cirque, c'est... toute la ferme, elle est basée sur le chien. Quoi. Que tous les prés, on a 70 hectares de prairies et elles sont toutes pâturées aujourd'hui grâce au chien. C'est le chien qui nous a ouvert tout en pâturage. Même si c'est loin, on passe du temps à les déplacer, mais du coup, ça nous coûte moins cher en alimentation et après, les fromages, ils sont meilleurs dus à l'herbe. Quoi. Oui, parce qu'ici, vous êtes très vallonné, en fait. Ouais, c'est assez vallonné. C'est pas montagnard quand même, mais c'est Non, mais vallonné. bon. Et puis, on n'a pas toutes les parcelles autour. Quoi. Si on avait tout autour, ça serait plus simple, mais on va quand même assez loin pour amener les vaches. Donc, Mais c'est-à-dire que, par exemple, tu as des vaches à 3 km que tu vas venir mettre à la traite Ouais. tous les jours ici? Ouais, on passe plus de temps à déplacer les vaches qu'à traire. On a 25 vaches. Donc tout seul, c'est absolument impossible. Il faut être devant pour gérer la route, derrière pour gérer les fuites. Et là, elles passent entre des maisons, sur les routes, et les chiens, ils gèrent tous les côtés. Quoi. Il n'y a pas de ficelle sur les bords, c'est les chiens qui canalisent. Quoi. Comme il fait là, mais avec 25 vaches. Et du coup, lui, j'ai pas entendu tout à l'heure, il va déjà avec les vaches ou pas encore? Oui, lui, il travaille depuis 1 an et demi avec les vaches. Donc à partir d'1 an et demi, il commence à faire des exos sur les vaches. Le dressage long, c'est les ordres. C'est ça là. Ça, c'est le seul qui fait ça chez nous. Parce que moi, je l'ai poussé un peu plus et que les autres, pas forcément. Ils n'ont pas forcément le temps. Mais par contre, tu vois, il marche avec n'importe qui. Et comment ça se passe avec les autres chiens alors? Vu qu'on travaille sans ordre, les chiens, ils sont lancés. Et en fait, ils ramènent les vaches comme ça, sans ordre. Ils se placent par rapport à nous. Moi, si je me déplace là, le chien, il va partir de l'autre côté et il va me les ramener. Et bien là, si je suis en quad, il va nous les ramener. 25 vaches et il nous les ramène tout le temps vers moi. Et comment tu leur as appris alors si c'est sans ordre? Eh bien, c'est bien, c'est pas bien. Donc là, par exemple, s'il veut revenir vers moi, Sico, là, je l'empêche juste par son nom en disant, tu vois, écoute-moi, tu fais pas ce que je veux. Et là, il repasse en face. Ça, c'est bien, ok. Donc là, je reviens vers lui. Ok, et là, il va en face. Ça, c'est bien, ok. Il prend large. Voilà, ça, c'est bien. Et au bout d'un moment, j'enlève les c'est bien. Je fais juste les noms. Il n'y en a pas beaucoup, mais tu vois, là, par exemple, j'ai même pas dit non, mais c'est mes bras qui le jettent en disant, tu te rapproches trop. Parce que c'est exactement comme en éducation canine, c'est juste que là, il est adapté au... Voilà, Parce qu'en vrai, même pour un assis que tu demandes à ton chien, tu fais la même chose. Hein. ouais, Au début, tu mets des oui, tu mets des non, tu félicites, et à bout d'un moment, tu arrives les félicitations, et voilà. après, tu fais plus que les noms, et après, normalement, il sait tout faire, quoi. C'est une danse de placement. Comme tu apprends à danser la bachata ou la salsa ou le rock, en fait, à chaque placement de moi, lui, il va devoir adapter sa danse et son placement. Donc là, il va chercher l'autre là-bas. Ensuite, il va rechercher l'autre là-bas. Et si je m'arrête avec mes brebis dans les jambes, il doit prendre de l'espace. C'est ce qu'il fait là. C'est juste de la danse de placement. Et ça, c'est de la répétition, de la répétition. Ça commence à 1 an et là, on finit à 2 ans et demi. Ça. Donc moi, ça m'arrive de chanter ou de téléphoner, de faire des allers-retours dans la prairie tout seul, sous la pluie. Là. Et le chien, il me ramène tout le temps les vaches, tout le temps. Et j'ai un petit bâton, tu vois. Et dès que je vois qu'il se rapproche trop, un coup de pression pour qu'il respecte la distance de danse. Et après, on reprend la danse normalement. C'est juste de la répétition comme ça. Et je dis rien. C'est pour ça qu'il marche aussi bien quand une personne n'a jamais vu le chien. Il n'y a pas de caresse. Il y a très peu d'affect. Je le caresse uniquement quand il fait un gros effort. Mais je mets très peu d'affect. Ça me permet aussi d'échanger, que les stagiaires ils peuvent prendre le chien. Dès que le quad démarre, le chien il n'est plus à moi. Hein. Il est aux vaches, il est au boulot et il n'est pas à moi. Il ne regarde pas papa pour savoir s'il a le droit d'y aller ou pas. Je mets pas d'affect. Et les dresseurs, ils mettent pas d'affect. Hein. Je peux en mettre à 3 ans, mais ça sert à rien en fait. Il faut faire attention à ce que ça soit un collègue de travail, mais pas un chien de compagnie. Si c'est un chien de compagnie, on est comme ça dans la hiérarchie. Si c'est un collègue de travail, on est comme ça. Il ne faut pas être un dictateur, mais il faut être là. Il faut être sur quelque chose de... Voilà.
Donc s'il rentre à la maison, que je le caresse sur un canapé, c'est un peu plus là. Donc dès que je lui mets de la contrainte au travail, il faut qu'il la comprenne. Alors que là, le code, il est très simple. C'est on bosse et après, c'est fini. Il n'y a pas d'autre relation. C'est on travaille dans un cadre bien précis et on répète ça. Là, tu vois, là, par exemple, il repasse devant, ça, c'est pas bien. Là, je ne l'ai pas dit non, mais j'aurais pu lui dire non quand il est repassé devant. Dans la danse de placement, il a fait une petite erreur. Mais si je le caresse à la maison, il ne peut pas comprendre. En fait, il va avoir deux vies et ça, c'est plus compliqué à comprendre. Je ne mets pas d'affect et je suis régulier, on va dire, dans le codage que je lui demande. Et ça se voit effectivement qu'il ne cherche pas du tout le contact humain du coup. Alors, il vient de temps en temps pour chercher une caresse. À 3 ans, il n'y a pas de souci, je peux lui donner une caresse. Si tu veux, moi, la caresse, elle me sert sur un jeune chien en dressage quand il fait un gros effort. Sico, Mélenchon, Mélenchon. C'est bien, mon chien. Ça, quand je fais ça à un chien qui a fait un effort de mordre une vache ou d'écouter ou de changer son comportement, ça, c'est le prof en CP qui tape dans l'épaule du petit en disant « je suis fier de toi ». Donc celle-là, elle a de la valeur en termes de dressage. Et si tu le caresses tous les jours, 2 heures par jour, elle a plus de valeur, la caresse. Même s'il l'apprécie, mais il n'y a pas de valeur en termes de récompense, quoi. Voilà, moi j'utilise ça comme un codage pour renforcer ma satisfaction en lui disant « je suis très fier de toi ». Depuis tout à l'heure, il s'arrête pas. Tu lui as rien Alors, demandé il- et il Alors fait des lui- tours, il fait des Ah tours. oui, lui, il est à fond. C'est presque maladif, hein, c'est des chiens qui sont presque fous hein, de travailler. Maintenant que j'ai fait mon entraînement, mon entraînement de dressage de troupeau, non, conduite de troupeau, on va aller chercher un vrai troupeau avec Nico. Donc là, j'ai rejoint Nico. Ça va, Nico? Ça va et toi? Ça va. Tu m'attends depuis tout à l'heure pour qu'on aille rentrer les vaches Exactement. parce qu'on est en retard sur la traite. Ouais, un peu. Ouais, je suis mais c'est désolé. pas grave. C'est vrai? Tu Mais m'en veux oui, pas? t'inquiète. Juste avant qu'on y aille, parce que j'ai parlé un petit peu avec tout le monde, toi, Nico, t'es arrivé il y a combien de temps dans cette ferme? Je suis arrivé en septembre dernier. Ah donc oui. Assez récemment. T'es l'un des derniers à être arrivé sur la ferme? Exactement. Je Ok. suis le dernier. T'as fait quoi avant de venir là? J'ai fini mon école d'ingénieur agronome. Ah, t'as fait ingénieur agro. J'ai fait ingénieur agro et j'ai fait une césure en fait dans cette école. J'ai pris une année pour suivre une formation qui s'appelait l'école d'agroécologie voyageuse. Ok. Voilà, avec l'association Les Agronomes. C'était au Palais de Néziac qui était à l'initiative de cette formation. Et en fait, pendant un an, on allait faire le tour des fermes. On avait peu un comme ça, carnet là. d'adresses, exactement. Des fermes un peu spéciales, un peu axées sur la résilience, voilà, des façons de faire un peu différentes. Et j'ai fini ce tour de France par 2 semaines de stage ici, qui se sont transformées en 1 mois de stage, qui se sont transformées en un petit CDD, et ainsi de suite. Ok, Voilà. très bien. Donc j'ai fait ma dernière année d'école l'année dernière et j'ai eu mon diplôme et du coup je suis arrivé en suivant en septembre. Là. Ça fait 2 ans et demi que je connais la ferme. Quoi. Donc du coup, tu connais très bien aussi les chiens de troupeau et tout ce qu'il faut faire. Ouais, ben, je suis encore un peu novice. Hein, là. Ah ouais? J'ai récupéré une Moi, c'est chienne. bon. J'ai tout appris. Je vais te montrer. Ça va, en vrai, je commence à bouger les vaches même sur la route et tout, il n'y a pas de souci. Sur ça, maintenant, c'est bon, je maîtrise. Mais sur le dressage vraiment de A à Z, j'ai récupéré une chienne dans l'hiver là. Du coup, JB, il me forme bien à pouvoir la dresser pour qu'elle puisse aller aux vaches. En plus, la difficulté, c'est que c'est une chienne qui n'était pas chiot, quoi. Donc, Ah oui, c'est plus difficile. on enlève déjà ou en même temps les mauvais réflexes et ensuite. Ok. Voilà. Du coup, là, on va chercher les vaches, mais pas avec une Ouais, chaîne à toi. c'est les chaînes de la ferme, mais non, ma chaîne, je l'emmène sur les jeunes vaches, mais pas encore sur les laitières parce que les laitières, c'est un peu plus dur à bouger. Mais du coup, on va prendre un autre chien de la ferme. Ils seront quasiment tous en vidéo. Allez, bah nickel, vas-y, on te suit. Donc, on va y aller avec ma rente Ouais. et on va passer chercher Païs juste là. Et ensuite, les vaches sont en bas là, donc on va se faire une petite marche. On le fait avec 2 chiens, du coup. Ouais, on a l'habitude de le faire à 2 chiens. Ils s'entraident un peu, mais après, je peux le faire qu'avec un. Mais Ouais. là, ma rente, en fait, vu qu'il fait quand même chaud, je lui ai déjà demandé pas mal avec les brebis juste avant. Donc, je vais prendre un chien qui est encore frais là, quitte à ce que si ma rente elle est fatiguée, comme ça, elle peut s'arrêter quoi. D'accord. Tu vois. Spécifiquement quand il fait chaud, on dépasse rarement les 20 minutes de travail sur le chien quoi, parce que ça le fait travailler physiquement évidemment et aussi à nous comprendre. Pour pas le sécher trop et lui faire du mal, on tourne régulièrement. Quoi. Ouais, je comprends. Quand on fait des mouvements d'animaux sur les routes et tout, pour les emmener d'une parcelle à l'autre, dans l'été, on le fait toujours avant 10 h du matin. Quoi. Ah Que oui. ça soit encore frais, que pour les animaux et pour les chiens. Nous, c'est facile, on est dans la voiture ou dans le quad. On n'est pas fatigué, la chaleur, on la ressent, mais du coup, il faut quand même penser aux petits animaux avec qui on coopère. Quoi. Ouais, bien sûr. Païs, hop. C'est Là, on bon. va passer par là et descendre tranquillement juste au coin de la forêt pour avoir en vue les vaches. Une très belle vue, tu vois. Ah bah, c'est exactement ce que je me disais. Je me dis, on est pas mal. Hein. Et encore aujourd'hui, on voit pas les montagnes. On les aperçoit Ah ouais. derrière, mais... Sinon, c'est la chaîne du Pyrénées, là, derrière. Ouais, exactement.
Et ouais, Marie, elle a ce chien-là aussi parce que du coup, Marie-Sara, qui t'a montré la griffe, elle est plus bergère à la base. Ouais, c'est ce qu'elle nous disait, ouais. Et elle fait les estivs tous les ans. Son chien lui permet d'avoir un chien aussi avec qui aller en montagne. Enfin voilà, c'est un chien, un patou quoi. C'est très adapté à la montagne Hmm. et à protéger un peu les troupeaux. Là, ils savent où ils vont. Ils se mettent déjà dans le travail. Et du coup, le but, c'est que je te laisse faire. Mais Du je coup, fais avec vais les te- ordres ou ils font tout seuls? Ils font tout seuls, il faut juste les lancer. Ça va être pas compliqué. Mais voilà, cette main-là, c'est la main, voilà. Et ben tu pourras leur dire et ils partiront chercher les vaches. Ah, il y a le petit veau là-bas. Il y a une vache qui a fait son petit veau la semaine dernière. Et en fait, c'est la première fois qu'il sort. On les laisse avec les mères pendant un mois. Ouais. Et dès qu'ils peuvent, ils sortent. Mais en fait, les petits animaux comme ça, ils sortent et au bout de 20 minutes, ils sont fatigués. Du coup, ils vont se coucher dans les premières fougères qu'ils voient pour pouvoir être à l'abri des prédateurs. Voilà. Donc là, ils sont prêts à partir. Quand tu veux, Oh. on y va et on va commencer directement à prendre le devant et à aller vers Ah, la ferme. c'est-à-dire que je les envoie, Ouais, mais là, les vaches vont nous foncer dessus, on est d'accord? ouais, mais elles peuvent passer. Non, mais elles J'adorais connaissent. ce ouais. Et alors? Elles connaissent par cœur. On va même pouvoir se décaler. Je lance juste le début et après ça part tout seul? Ah ouais, ouais. Bon, ils font ça 2 fois par jour, donc. Ok. Vous êtes prêts les chiens? Sarko! Oh, ils sont partis à Ah une là. vitesse, mon vieux! Et les vaches, elles sont toutes aussi. Elle vient vers moi, j'aime pas trop. Ça va, ça va. Mais elle, c'est parce qu'il y a son petit là-bas. Ah, T'inquiète Ah. pas, elle va passer à côté de toi. Bah, c'est encore moins rassurant. Non, non, elle va rien faire. Elle va juste rejoindre son petit. Et là, Elles savent, tu vois, elles tournent. T'as la première qui est bah, on fait Hollande, non? la leaduse. Non, non, là, ils vont tout savoir tout seuls. Ils vont faire tout seuls. Mais là, c'est un petit troupeau, elles Pas sont de combien là? panique. Là, il y a 22 vaches Wow. laitières. Là, non, mais là, Là, il y a dans le- 22 vaches et Là, 2 taureaux. Ouais, tu peux Ah les ouais? compter si tu veux. Allez, Je allez, vais te faire pousse. confiance. Pousse. Ah, là, tu dis pouce, c'est plus Macron? Non, parce qu'il n'y a que avec Sico qu'il a les noms politiques. Ah, d'accord. Là, avec les autres chiens, on parle en français sans politique. Avec les autres chiens, on parle en français sans politique. Là, en fait, tu vois, je repère dès qu'il voit la vache. Allez, gauche, gauche. Voilà, là, il l'a vu. Allez, allez, allez. Oui, Païs. Allez, gauche. C'est ça. Ouais, il y a son petit, il faudra qu'on aille le chercher, je pense. Qu'on aille chercher le petit ou la vache? Le petit. Ah ouais? Ouais, on y va en quad, on le met sur le quad avec nous. Mais non. Mais ouais. Donc là, d'abord, on remonte les vaches à la stabu? Ouais, je viendrai la chercher après. Ok. Et une fois qu'on a le petit, la mère, elle va suivre. En plus, c'est son premier petit, elle est toute jeune, donc... comment ça se fait que le petit était à l'écart du troupeau? Bah en fait, parce qu'il est fatigué. Et il n'a pas encore la capacité physique de suivre le troupeau, de rester debout. En fait, quand on le sort pas, lui, il va vraiment faire sa sieste toute la journée jusqu'à ce que sa maman elle revienne. Et du coup, là, en fait... ben, c'est à peu près la même chose, il a trouvé son endroit. Tu vois, la mère, elle se souvenait où est-ce qu'elle l'avait laissé, ce qui est quand même intéressant. Et du coup, il est resté là toute la journée, tranquille, quoi. Elle a été se nourrir avec les autres. Faut pas oublier que ça a son instinct, quoi. Ça a l'instinct grégaire. La mère était plus ou moins rassurée parce que le petit était dans une fougère, donc difficile de le voir pour un prédateur. Et elle, ben, si elle broute toute seule, elle est plus à même de se faire attaquer. Donc, elle va rejoindre les autres. Tant qu'elle s'éloigne pas trop de son petit, quoi. Tu vois, là, on a lancé les vaches pour les éloigner et elle a bien fait comprendre, malgré les chiens, qu'elle n'avait pas envie de rejoindre les autres. Elle restait avec son petit. On aurait été vers le petit, elle serait venue, quoi. Ouais. Pas nous attaquer du tout, hein. Ouais. Elle est gentille. Vérifier Mais que tout voilà, se passe exactement. Dire, oh là, c'est quand même le mien. Nawel, bien. Oui, en fait, soyons honnêtes, tu poses simplement des questions pour te rassurer. que les vaches, elles nous attaquent pas? Ouais. Un petit peu. En tout cas, la vache, elle fonctionne comme ça. Là, elle avait besoin de boire. Tout à l'heure, elle est remontée boire toute seule, par exemple. Le petit, il n'a pas besoin de boire, il boit le lait. Donc, tu vois, rien que ça, elle a besoin de s'éloigner, quoi. Donc, elle va se nourrir et elle va aller boire pour qu'elle puisse avoir du lait pour le nourrir. Et du coup, elle est obligée de s'éloigner, quoi. Et vous prenez le lait des mères qui allaitent? Donc, en fait, ici, à la ferme, 95% des veaux arrivent entre début février et début mars. Il faut imaginer une quinzaine de veaux dans le bâtiment. Le matin, comment ça se passe? On arrive. Chacun est avec sa mère, chacun rejoint son petit truc. Et une fois qu'on s'est assuré que tous les veaux, ils ont assez bu pour la journée, dès qu'ils sont repus, on fait passer les vaches en salle de traite et on prend le reste du lait. On privilégie les veaux avant de servir les humains, quoi, évidemment. Tac. Du coup, on va voir un autre atelier sur la ferme. C'est l'atelier cochon et c'est Mathias qui s'en occupe, c'est ça?
Ouais, principalement, ouais. principalement? On s'occupe chacun de un peu tous les ateliers. On va tous donner un coup de main au fromage, même si c'est plutôt Marie-Sara qui s'occupe de ça. On va tous donner un coup de main à la commercialisation, même si c'est Fanny qui s'occupe de ça. Les vaches, c'est pareil, c'est plutôt moi et un peu Fanny. Et voilà, il y a les cochons avec tout ça. Et donc Mathias, c'est plutôt la viande, s'assurer qu'il y a assez de colis de vendus, etc. quoi. Impec, bah merci Nico. Mais de rien, merci à vous. Avec plaisir, à toutes. Ouais, à toutes. Donc là, on vient de rejoindre Mathias. Mathias, comment ça va? Ça va très bien. Un peu fatigué quand même. Un peu fatigué, ouais, parce qu'on fait la fin de La journée avec journée est Mathias. intense. Dis-moi Mathias, toi, comment tu t'es retrouvé ici? Reconversion professionnelle. Et je voulais faire le tour de France des fermes pour faire une expérience. Encore un autre qui a eu l'idée avant moi. Ouais. Et je suis arrivé ici et puis je suis toujours là. C'est vrai? Ouais, c'est ça. Ouais. Putain, c'est marrant parce que Nico, il nous racontait sensiblement la même chose, Marie-Sara aussi. Ouais. En fait, ici, les gens sont bien, quoi, j'ai C'est un l'impression. coup de cœur quoi. Mais nous, c'est ce qu'on s'est dit. Déjà, on est arrivé ce matin, on a vu la vue, le cadre, il est magnifique déjà. Le cadre est magnifique et puis ce qu'ils font ici avant que j'arrive, c'était incroyable. Il y avait tout ce que je recherchais d'une ferme quoi. Au niveau des valeurs, l'agriculture bio, être autosuffisant, rechercher cette autonomie le plus possible dans tous les secteurs. Ça a été incroyable quoi. Ça, j'imagine que c'est Fanny qui nous en parlera le mieux après. Il y a une activité qu'on n'a pas encore vue sur la ferme, même si moi j'ai vu la transformation ce midi, c'est qu'il y a un petit peu de cochon. Hein. Ouais, il y a quelques porcs noirs. Des porcs noirs Bigorre? Porcs noirs gascons. Gascon, pardon. Oula, tu as vu le regard qu'il va lancer là? Non, il n'y a pas de guerre, mais on les achète gascons et du coup, c'est les porcs noirs gascons. Depuis plusieurs années, il y a ça sur la ferme parce qu'il y a la question qui s'est posée de qu'est-ce qu'on fait du petit lait, des transformations. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le petit lait et en même temps on va voir les Ouais, cochons? bien sûr. Parce que c'est pas un énorme élevage non plus, hein, on va rassurer les gens tout de suite. On Non. n'est pas sur. Non, bien sûr. Même si on va grandir un petit peu parce que ça fait un revenu supplémentaire Ouais. et que comme on est 4 sur la ferme, il faut quand même avoir 4 revenus. Et donc moi, ma partie, c'est plutôt la viande, donc les porcs et les bovins en viande. Et donc on va chercher à s'agrandir pour que je puisse avoir un salaire sur la ferme en cherchant à garder cette autosuffisance alimentaire. Donc le petit lait, c'est ce qui reste des transformations de fromage. Une fois qu'on a mis la présure, il y a une partie solide qui va rester, c'est le fromage. Et la partie liquide, c'est ce qu'on appelle le petit lait. On a fait un système de tuyaux qui arrive directement dans Voilà. une cuve. Il arrive là du coup? Ouais, exactement. Ok. Directement depuis la salle de transformation. Voilà. Ça arrive comme ça. ici dans une cuve. Ici. Ouais. Ok. Et là, Et après, on a là, une tu poignée. peux- voilà, tu peux ouvrir la vanne et ça part là exactement. pour rien les cochons. Donc là, on a 18 cochons sur 7 hectares de forêt et de prairies. Ah oui, Donc c'est... 18 cochons sur 7 hectares. Ouais, sur 7 hectares. Ils sont pas serrés quoi. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Donc c'est pour ça que l'autosuffisance alimentaire, elle vient du petit lait, mais elle vient aussi de tout ce qu'ils trouvent dans la forêt, quoi. En période de gland, on les voit quasiment jamais ici, quoi. Ils sont dans la forêt et ils arrivent ici, ils ont plus faim. D'accord, parce que là ça part d'ici, en fait là il y a l'enclos avec l'auge, Ouais, mais en fait exactement. après ils ont tout Ça, c'est là-bas. le premier enclos quand on les reçoit parce qu'on les achète petits. On n'est pas naisseurs encore. Donc ici, il y a un fil électrique qui respecte bien le fil électrique. Donc Ouais. au début, on en met même 2. Ok, Ils se prennent quelques castagnes au début. ouais. Donc oui. là, il y a un petit parc. Et après, on a un deuxième parc avec les 6 hectares. Ça doit faire 3000 m². Et après, on ouvre le deuxième parc une fois qu'ils ont bien respecté le jus. Et ils ont accès à toute la forêt et toute la prairie qu'on voit en contrebas là-bas. D'accord, donc Voilà. tout Donc ça là, là-bas. Ça fait un grand tour. Ah, ils sont là-bas et on peut aller les voir là, les petits. Ouais, bien sûr. Cochon, cochon, cochon. À la cloche, ça marche terrible. Cochon. Cochon, cochon, cochon. Voilà. Tac. Waouh, génial. Mais ils sont tout petits là. Ouais, on les a rentrés en février. En février. Ils sortaient de sevrage. Voilà, et là, il y a plusieurs bandes de naissance. Et 18 cochons. On a grandi cette année. On est à 8 cochons de plus que l'année dernière. Et on cherche à faire d'autres parcs de forêt pour essayer d'agrandir un petit peu plus parce que ceux-là, vu qu'on a plus de cochons, on va les abattre un peu plus tard par rapport aux années précédentes. Parce qu'un cochon on l'élève à 1 an à peu près. Ouais, c'est ça. Nous, ici, on l'abat à 1 an. Et on va même les abattre plus vieux que ça parce qu'on l'abat 5 par 5. Et on abat 5 cochons tous les 2 mois environ, une fois qu'ils ont 1 an. Donc ça veut dire que les cochons les plus vieux auront presque 2 ans. Attends, je sais pas si tu entends le bruit depuis tout à l'heure là, j'ai envie d'aller les voir parce que. Là, il faut la récompense, il faut ouvrir. Ah ouais, là ils sont contents là. Ouais, c'est Oh là 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 là. Ah ouais, la fontaine de jouvence. Exactement. Waouh, comme ils sont contents. Ah, c'est dingue. Avant, on n'avait que 10 cochons, donc ça allait. Mais là, qu'ils sont 18, ils s'agglutinent tous là où sort Eh le oui. petit lait. On va essayer de faire 2 vannes de sortie pour qu'ils se répartissent un petit peu mieux. D'accord.
Ils se nourrissent que de ça et des 7 hectares. Donc ils ont toute la forêt, ils vont chercher leur alimentation. Et nous, ce qu'on essaye de faire, vu qu'on arrête la production de lait en décembre-janvier, on cherche à trouver une méthode pour avoir une alimentation sur cette période-là. Et donc on a planté des patates, 1000 mètres carrés de patates à peu près. Et on cherche peut-être à faire de la farine de gland. On va voir, on est en train de réfléchir à investir dans un séchoir à céréales et faire de la farine de gland. Question toute bête d'un novice en élevage, mais que je vois souvent, c'est pourquoi pas faire plein de courges? Parce que les courges, tu les conserves à l'infini, ça produit tout seul, ils bouffent ça quoi facilement. Eh bien, courge, patate, ouais, carrément. On essaye aussi, j'en ai pas parlé, mais la courge aussi. Ah, donc pas si bête que ça. Mais carrément pas, mais t'es bien renseigné, t'es bien renseigné. Exactement, ouais. Et en Ok. plus, les graines de courge, c'est bien pour les vermifuges. Enfin, ils aiment pas trop les vers, aiment pas trop les graines de courge, donc c'est Ouais. hyper intéressant la courge. Ah ouais. Effectivement. Combien de kilos ça fait? On est à 100 kg de viande à peu près. Parce qu'on dit toujours tout est bon dans le cochon. J'imagine que vous transformez tout. En plus, vous faites la transformation vous-même, de la charcuterie, vous Exactement. faites de la viande. Et vous transformez tout ici? Non, alors la transformation, on est sur un atelier collectif, la conserverie du Vigbil à Limbeil. Et donc c'est un atelier où on peut participer à la transformation. Il y a des personnels qui est salarié par la structure et ils sont à notre disposition. C'est-à-dire qu'on arrive sur la structure et on dit voilà, on veut les côtes de porc de telle façon, etc., etc. On fait la mise sous vide, on peut participer à la découpe, etc., etc. Et les préparations chaudes aussi. Donc ce qui fait qu'on a vraiment le suivi de A à Z de notre produit. Et ça c'est top quoi. C'est la différence avec les grosses plateformes où on ne sait pas ce qu'il y a réellement. Parce On qu'après, n'a tout pas est de vendu suivi. là? Tout est vendu en circuit court et C'est génial ça. la viande est vendue avant d'être tuée presque. Ah ouais. Ouais, ouais. Les gens attendent les colis de porc. Alors qu'en ville, ils attendent les colis Amazon. Il n'y a que sur les conserves où là on fait du stock, mais ça s'écoule petit à petit. Donc ça, c'est pour la partie cochon. Ouais. Mais toi, tu as un petit peu le lead de la viande et vous faites aussi de la transformation avec du coup les vaches. Exactement. Il y a toute la partie viande, donc on va essayer de faire un petit peu plus de bœuf, de vrai bœuf. Donc, c'est-à-dire Ah, de vrais bœufs. Donc c'est pas Ouais. avec les vaches. Non, ce sera des mâles castrés. Il y a les taureaux aussi qui partent, les taureaux de réforme, parce qu'on est en monte naturelle. Donc au bout de 3 ans, on les sort du troupeau, on les vend en viande, et quelques vaches de réforme. Et donc ça, c'est sur le même principe, atelier collectif et vente en direct. Les colis sont vendus à l'avance. Ça nous permet aussi de faire un petit peu d'événementiel avec la viande, comme on va faire ce soir, quoi. Et justement, comment on va faire ce soir? Il y a le spectacle et il faut qu'on termine la vidéo. On n'a toujours pas vu la patronne. Du coup, on va aller voir Fanny Ouais, maintenant. carrément, parce que là, Merci Mathias. de rien, avec plaisir. On est mieux. Hein. Là, la journée est longue. Hein. Les amis, juste pour que vous sachiez, on commence le spectacle dans 1h30. Les gens sont en train d'arriver et on n'a toujours pas discuté avec la maîtresse des lieux, Fanny, qui nous accueille. Comment ça va? Ça va. Non, je suis hyper contente de vous recevoir. C'est vrai? Ouais, de te recevoir, là, c'est chouette. Ben, on C'est est chouette. très content aussi. Ouais. Très content. On a discuté un petit peu avec tout le monde qui travaille avec toi. Mhm. Mais bon, ici, on est sur la ferme familiale. Ouais. C'était la ferme de tes parents. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce lieu, de Depuis cette quand entreprise et ben de ce que tu t'en souviens? Là là. Ça fait combien de générations là ici? En fait, c'est la 3e génération. Ce que j'aime bien raconter, parce que c'est important de se souvenir d'où le monde paysan vient. Mes grands-parents, en fait, quand ils se sont mariés, ils ont acheté une petite ferme à 1,5 km d'ici, là où en fait on a aujourd'hui un îlot de 25 hectares. Et quand ils se sont installés, ils étaient métayers au départ. Donc ça veut dire, métayage, c'est que quand même on donne la moitié de la récolte au propriétaire et que tous les 3 ans, on peut dégager. Tous les 3 ans. Tous les 3 ans. C'est cher payé. Hein. Oui. Donc c'était très, très précaire comme condition et grâce au combat un peu paysan, le fermage est né et en fait, ils sont passés du métayage au fermage. Et là, c'était beaucoup moins intéressant et donc les propriétaires qui étaient très gentils ont voulu vendre et en fait, c'est comme ça qu'ils sont devenus propriétaires. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux gens, c'est quoi la différence du coup entre le métayage et le fermage? Le métayage, c'est un contrat qui dure 3 3 ans ans, renouvelable où le paysan va cultiver et entretenir la ferme et il va donner la moitié de sa récolte, de toute sa récolte, au propriétaire. Et le fermage, c'est un bail qui peut être souvent de 9 ans ou de 18 ans ou des bails à carrière où en fait, il y a un barème qui est fixé par hectare. L'agriculteur va payer une somme par hectare qui est entre, on va dire 100 et 200 euros maximum. Et voilà, et c'est tout ce qu'il donne au propriétaire et il ne peut pas être expulsé au bout de 3 ans. C'est le fermage qui a permis quand même aux familles paysannes de se fixer un peu et de vivre un peu mieux. Voilà. Donc, à cette époque-là, ton grand-père il passe du métayage au fermage. Ouais.
Et Voilà. là, qu'est-ce qui se passe? En passant au fermage, du coup, déjà, ça les fixe ici, à Castétis. Et ensuite, rapidement, ils ont la possibilité d'acheter la ferme. Donc, il a fait un prêt. À l'époque, c'était hyper rare, c'était très mal vu, un emprunt bancaire. Et en fait, ils avaient que 8 hectares et c'était une petite ferme qui était en autonomie comme toutes les fermes. C'est-à-dire, il y avait la basse-cour, il y avait 8 hectares de terre qui fonctionnaient en yournade, une surface pour être travaillée pendant une journée par paire de bœufs, grosso modo, avec bien sûr des rotations sur les cultures. Et il y avait des vaches. C'était les vaches qu'on utilisait pour travailler la terre ici. Alors que maintenant, on utilise les chiens pour travailler les vaches. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas faux, j'avais jamais vu comme ça. Voilà, et donc et après la basse-cour, c'était essentiellement ça qu'il y avait. Voilà, et en fait, mon père a fait partie de la jeunesse chrétienne, donc c'était les curés qui ont beaucoup amené dans les campagnes un peu, la Révolution verte, mais aussi, le club de foot, les sorties, le théâtre, plein de choses qui étaient très mal vues, par les vieux. Mais c'est drôle de se rappeler ça parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, on a l'impression que voilà, il y a tout, mais à l'époque, il y avait pas de terrain de foot, ils ont tout créé à l'époque, quoi. Mon père, il vient de décéder à 83 ans, voilà. Séquence émotion. Mais oui. Voilà, mais je suis contente de parler de ce qu'il a fait aussi parce que c'est très important pour moi. Et en fait, lui, ça a été le premier jeune du village à 17 ans à utiliser le premier kilo de désherbant, contre D'accord. l'avis de mon grand-père, mais avec l'accord de ma grand-mère qui lui a donné les sous en douce pour aller acheter son premier kilo de désherbant. Donc, désherbant, donc déjà mécanisé, du coup, la ferme était. Non, il n'y avait pas encore les Ah, et tracteurs. donc il désherbait au, au À la pulvérisateur Alors, manuel? à l'époque, c'était à la bêche, en fait, qui désherbait les cultures et quand le désherbant est arrivé, ça a été la révolution. C'est-à-dire, que, le désherbant, là où il était passé, il y avait pas besoin d'aller avec la bêche, quoi. Et c'était au pulvérisateur à dos comme ça, non? Ouais, c'est Avec ça, une douchette, il passe comme ça. exactement. Sans protection aucune à Bien l'époque, sûr, mais parce qu'il y avait pas idée que ça puisse être nuisible pour la santé. ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, voilà, c'était en toute confiance, quoi, que Quelle époque, quand il a 17 ans, c'est en quelle année, eh beh, à peu près? il avait 83 ans. 1960 par là, à peu près, voilà. Le tracteur est arrivé vite après, donc là, ils étaient tous très fiers d'avoir des tracteurs. Ça aussi, ça a été une autre révolution. Et alors, donc du coup, ils utilisent du désherbant, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous êtes plus sur de l'élevage ici, Oui, même si vous faites une partie de foin, j'imagine que vous faites vous, du coup. oui. Mais là, le désherbant, c'est-à-dire qu'ils faisaient de la grande culture alors? En fait, les journades, c'est des toutes petites parcelles et 8 hectares, c'est tout petit. Donc en fait, ils alternaient, ils faisaient une rotation entre du trèfle, du blé et du maïs. Et donc le maïs, notamment, il fallait qu'il soit désherbé puisque dans l'interrang, tu avais à peu près 40 centimètres. Si tu voulais que ton maïs y pousse, il fallait désherber, quoi. Donc ça fonctionnait comme ça. J'aime bien retracer ça parce qu'aujourd'hui, on est très critique sur ce système-là et en même temps, il faut voir d'où on vient. C'est-à-dire, c'est tout un système, un rouleau compresseur qui s'est mis en place pour sortir de la paysannerie. Toute la politique, le gouvernement a mis en place les comices agricoles pour comparer les agriculteurs entre eux. Ils ont donné aux scientifiques une place très importante en ne prenant pas du tout en compte en fait toute la sélection qui avait été faite doucement par les paysans, que ce soit sur les semences ou que ce soit sur les espèces. Et donc, en fait, on s'est retrouvé ici, par exemple, la race locale, la vache locale, c'est la béarnaise. Je sais pas si tu as vu, on a 2 bœufs béarnais qui sont Ah, j'ai juste pas en vu les face. bœufs, non. Donc, on a Tout de une suite, une image des bœufs béarnais. c'est un peu l'emblème ici. Pour moi, c'était hyper important. Je suis très liée à cette race et pourtant, on n'a que ces 2 bœufs et c'est une race de vache qui a une espèce de sagesse. La vache, à l'époque, elle faisait tout. Elle faisait du lait, elle travaillait, elle faisait de la viande, c'était la banque. Il y avait pas de banque, donc en fait, quand il y avait un coup dur ou quand il y avait, une fête ou comme ça, on tuait un veau, on tuait une vache et en fait, les vaches, c'est l'emblème du Béarn quand même. Elles sont sur le drapeau béarnais, quoi, c'est pas rien et donc elles sont majestueuses. Bon et moi, je suis complètement amoureuse des vaches. Bon, je te le dis de suite, voilà. J'ai une relation fusionnelle avec elles. Je fais ce métier parce que j'ai besoin d'elles et je m'en rends compte de plus en plus. Enfin, c'est elles qui me guident en fait. Tout mon chemin là, c'est elles qui m'ont guidée. Quand je fais le bilan, c'est elles qui m'ont guidée. Voilà, c'est assez fort. Et donc ces 2 bœufs sont là parce que je voulais retrouver la compétence et surtout l'expérience de travailler autrement que juste sur de l'élevage avec des vaches. Et donc, c'est notamment sur la traction animale. Parce que vous faites aussi de la traction animale ici? Mais ça, c'est en cours. Les bœufs, D'accord. là, ils ont 4 ans. Et moi, j'ai commencé, ils étaient tout petits. Et pendant les 8 premiers mois, tous les jours, je les ai sortis à la corde et hop, 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 pour voilà. OK. Et là, eux, ils sont là pour ça. Ils sont là pour ce projet. Donc ça fait partie des choses que. Mais tu veux faire de la traction animale pour planter quoi, du coup, toi? Alors, pas forcément pour planter, mais D'accord. plutôt pour tirer des charrettes. D'accord.
En fait, on a planté dans l'agroforesterie qu'on a fait, sur les 1600 arbres qu'on a plantés, on a planté 400 fruitiers potentiels. Et donc, pour aller récolter les fruits, Quand tu dis fruitier potentiel, c'est des porte-greffes que vous avez plantés, c'est ça? c'est Vous ça. n'avez pas encore tout greffé? Exactement. Ok. C'est tout à fait ça. Comme T'as je vu, suis- là, on sent qu'on n'est plus sur l'élevage, je deviens un peu plus technique. Voilà, et en fait, donc moi, genre, souvent quand j'ai quelque chose en vision ou en rêve, en général, ça se réalise. Et donc là, voilà, les bœufs, c'est beaucoup plus facile d'aller avec des bœufs et une charrette cueillir des fruits qu'avec ton tracteur que tu arrêtes. Tu vois, parce qu'en fait, les fruitiers, ils sont sur des grandes lignes, en fait. Ils sont dans Tu les, fais les des parcelles. ébocagères ou des trucs comme ça? Ouais, voilà. En fait, c'est vraiment en agroforesterie et les fruitiers, ils sont sur des lignes qui sont cohérentes ou sur des endroits qui sont cohérents, mais quand même, ils sont pas rapprochés comme un verger, quoi. Et donc cette race, en fait, elle a quasiment disparu et là, elle commence à retrouver, sa place, mais elle a disparu parce qu'à un moment donné, dans les années 60, les gars ont dit: «Mais, c'est pas une race qui est assez rentable, elle est pas assez spécialisée, lait ou viande». Et donc ils ont créé une race qui s'appelle la blonde aquitaine, qui est un mélange de plusieurs races. Et comme c'est un mélange de plusieurs races, elle a une variabilité génétique qui est très faible et du coup, elle a une forte capacité à dégénérer. Ce qui, à mon avis, est en train de se passer. Ce que je pense, la Primostein aussi, c'est pareil. Parce que c'est des croisements qui reposent sur une très faible variabilité génétique. Et alors, donc, du coup, parce que là, on survole plein de sujets en même temps, ça part dans tous les sens, et je sais même plus lequel creuser. Non, j'ai envie de revenir à la production. Donc, il faisait des rotations, trèfle, Oui, tournesol, maïs. À partir de quel moment, du coup, l'élevage arrive dans la ferme? c'est mon père, il avait une vingtaine d'années. Son père décédé, il a décidé de monter un petit troupeau de vaches de façon assez originale et pas du tout commune. Il avait vu pendant l'armée des systèmes en stabulation libre dans le nord. Et du coup, il s'est dit, je vais faire pareil. C'était les tables entravées, les vaches, voilà. Ça a duré pas très longtemps parce qu'en fait, il faisait beaucoup la fête et donc il oubliait souvent notre air. Voilà. Et puis ensuite, il s'est marié avec ma mère. Ouais. Et quand il s'est marié avec ma mère, en fait, la fille d'aristocrate au moins, parisienne, qui venait en vacances ici, au-dessus, et qui a rencontré le paysan. Et quand ils se sont mariés, en fait, comme mes grands-parents avaient hérité justement donc de la maison et d'une partie des terres ici, et dont notamment cette maison et là où il y a la stabulation, et ben en fait mes parents sont venus vivre ici. Et c'est là qu'ils ont commencé l'élevage, parce qu'il y avait quand même pas mal de pentes. Il y a une grange qui est juste en face là. C'est là qu'ils ont commencé à avoir au début quelques limousines, et puis c'est vite passé en élevage laitier parce qu'ils préféraient ça. Et c'est à partir de là que ça a démarré. Donc il y avait une dizaine de vaches à l'époque. Et Toi, quand puis, tu étais petite, il y avait déjà 10 vaches? ouais, Ok. c'est ça. La première partie de la stabulation, elle a été construite en 1986. Ah, bah, c'est mon année de naissance. Voilà. Et voilà, et donc ils ont construit ça parce que le rouleau compresseur avançant, pour gagner la même chose, il fallait toujours produire plus. Et donc il y avait ce qu'on appelait le plan d'amélioration du matériel, où on te donnait quelques subventions pour améliorer aussi tes conditions de travail. Et du coup, c'est là qu'ils ont commencé à construire la stabulation et qu'ils sont montés à une trentaine de vaches. Donc ils vendaient tout à la laiterie et ils donnaient à manger de l'ensilage de maïs et du foin. Ils avaient quelques prairies, mais très peu en fait. Il y avait une trentaine d'hectares. Par contre, ce qu'ils leur donnait à manger, le maïs, tout ça, ils le produisaient déjà eux-mêmes? Oui, ils produisaient le maïs. Il y avait une vingtaine d'hectares de maïs. Et donc, la moitié, c'était pour de l'ensilage de maïs. L'autre moitié, c'était pour du grain, soit qu'ils donnaient, soit qu'ils vendaient. Et ensuite, ils complétaient avec des tourteaux, le tourteau de soja qu'ils Mhm. achetaient. Et du coup, à cette époque-là, la ferme n'est pas encore bio, du coup. Non, pas du tout. Mais mon père était quand même... il n'était pas dans le système. Il y avait plein de choses qui l'embêtaient. Donc, il a essayé plein de trucs. Et moi, en fait, j'ai fait une école d'agriculture. En fait, le collège, ça ne m'intéressait pas. Je ne comprenais pas ce qu'on me demandait d'apprendre, en fait. Moi, j'avais besoin de ça. Et en troisième, j'ai pu m'échapper en maison familiale. Et donc, c'est là, en fait, que j'ai eu le déclic. Et donc, je passais la moitié du temps sur la ferme en alternance. Je travaillais avec mes parents. Et la moitié du temps, j'étais à l'école. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à aimer l'école. Voilà, c'est où là, c'était très concret, ce que j'apprenais. Comme j'ai passé 3 ans sur la ferme, c'est là que j'ai compris que le métier était compliqué. Parce qu'avant, tu étais sur la ferme, mais tu participes pas plus que ça? Bah, j'étais jeune quand même, tu vois? 3e BEP. Quand tu es en 3e, il y a plein de choses, 14, 15 ans. voilà, tu te rends pas forcément compte. Mais par contre, quand tu bosses avec tes parents, là, tu es beaucoup plus conscient des choses, tu es beaucoup plus conscient de ce que ça implique d'être agriculteur. Et je me suis dit: «Mais si tu veux vraiment faire ce métier, il faut que tu continues des études», parce qu'en fait, je sentais que mes parents quand même, il y avait des choses, sur lesquelles, ils avaient pas forcément les moyens de lutter en fait ou de se positionner par rapport à certaines, orientations qui était un peu imposé quand même. Et donc du coup, j'ai fait, la 3e et le BEP, et ensuite je suis partie en bac pro, et ensuite j'ai fait un BTS production animale. Et là, je me suis pété le genou.
je raconte ça parce qu'en fait, ça a été décisif. C'est ça qui m'a empêchée de partir, changer le monde, ouais, j'avais envie d'aider les autres et donc je me disais dans les pays en voie de développement, ils ont besoin d'aide et je voulais faire une école, pour aller, monter des projets dans les ONG et je me suis pété le ligament croisé comme par hasard et donc je me suis dit: «Perdu pour perdu, je vais aller faire une année de prépa aux écoles d'ingénieurs». Donc après avoir fait tout ce cursus en maison familiale rurale, bac pro agricole, tout ça. Ouais, je me suis dit: Donc «Allez tu fais hop». toutes ces études après pour te dire en fait c'est autre chose que je veux faire et puis Ouais, finalement on te dit en fait si c'est quand même ça que je vais faire du coup. ben en fait, je me dis, je suis très intuitive et j'ai toujours suivi mon intuition et j'ai pas peur, en fait. Et donc quand je sens les trucs, j'y vais. J'ai pas peur parce qu'en fait, moi, avec mon niveau scolaire, 0, j'étais nulle en sciences et tout ça. Donc je suis quand même partie, en prépa et en fait, j'ai eu le concours et donc j'ai intégré, l'école d'ingénieurs de Dijon. Ça a été une super école pour apprendre et puis une super agence matrimoniale. C'est là-bas que j'ai rencontré Jean-Baptiste. Et voilà et c'est là-bas, en faisant plein de stages, j'ai fait plein de stages qui m'ont permis de mûrir mon projet, mais de mûrir moi, de prendre confiance en moi et c'est là-bas que j'ai réalisé que j'avais trop besoin des vaches. Ma sœur s'était installée avant moi, Ah oui, voilà, ma ici aussi? ma grande sœur, ouais Ah d'accord. et comme elle a rencontré son mari qui était à 50 kilomètres d'ici, à Oloron, elle a décidé de partir vivre là-bas. Mes parents voulaient quand même garder la ferme, voilà, ils voulaient garder les vaches ici et cetera et donc au moment où ça s'est passé, c'est là que moi j'ai réalisé que je voulais faire ce métier et du coup, je leur ai demandé si je pouvais revenir reprendre la ferme, une fois fini mes études, 1 an après et 15 jours après, j'ai rencontré Jean-Baptiste, qui lui ne rêvait que d'être agriculteur. Voilà et donc en fait, on a construit tout, notre projet sur ça, sur, D'accord. cette ferme qu'on a complètement transformée et on s'est transformé avec. Voilà, c'est un chemin de vie, on a fait des choses dingues. On se dit qu'on était complètement fous. Moi, des fois, avec du recul, je me dis: «On était complètement dingues». On a fait des choses, Quoi par exemple? alors déjà, tu vois, bon, on a eu 3 enfants, on a lancé le fromage, on a arrêté le maïs, on a vendu l'ensilage de maïs, on est passé en ration sèche, qui était une catastrophe pendant 6 mois. Puis on est vite commencé à faire des prairies, de la luzerne, puis on a mis tout en prairie. Et puis on faisait des manifestations ici, il y avait 400 personnes sur la ferme, ça s'appelait la tartiflette. On faisait une tartiflette géante. Bon et voilà, après moi j'étais, engagée dans plein de trucs, j'étais au conseil municipal, engagée à la communauté de communes, on a monté les marchés de producteurs de pays, bon, voilà, je sais pas comment on faisait en fait. Mais bon, moi j'ai une énergie débordante, un peu moins maintenant, mais maintenant c'est bien, je me calme un peu, c'est bien. Mais Il faut hein, ouais, mais en il même temps, faut. c'est chouette d'arriver à un système comme le nôtre. En fait, on revient sur, le respect. Le respect est central. Le respect de la terre, le respect des plantes, le respect de la place des arbres, le respect des animaux, le respect de cet équilibre, de la ferme qui est un organisme vivant dans lequel tout le monde a sa place et le respect des hommes qui travaillent dessus et le respect des hommes qu'on nourrit, enfin des hommes, des humains, des femmes et des hommes. Et en fait, je pense que c'est ça qui est central. Il y a des choses sur lesquelles on a encore des progrès à faire, plein, toujours, mais je trouve que par rapport au début, on a fait des progrès. Et c'est pas fini. Voilà, et là, tu vois, c'est la phase suivante, c'est de dire OK, on sort du système propriétaire, on redevient locataire en vendant nos terres à Terre de Liens, ce qui fait que c'est la société qui est propriétaire des terres et c'est pas Tu veux un dire c'est terre de individu. liens, Oui, c'est pas la terre de. société. Ah quand tu dis la société civile, tu veux dire? Voilà, la société civile. Qui devient propriétaire des terres. Donc Terre de Liens, on en parle un petit peu aussi, on le vulgarise même si on a déjà vu. En gros, c'est une association qui achète des terres agricoles bio, des exploitations agricoles bio, et qui permet que ces terres restent des terres agricoles et soient cultivées sous cette charte en fait, hein, qui est, on va pas dire haute valeur environnementale parce qu'il y a un label maintenant qui dit ça, Voilà, mais en tout cas qui fait en sorte qu'en fait les terres restent aux agriculteurs, aux agricultrices et qu'elles restent en agriculture paysanne, on va dire. c'est ça. Et donc, du coup, effectivement, toi qui étais propriétaire d'ici, tu as décidé de revendre à Terre de Liens et du coup, finalement, d'être locataire de Terre de Liens. C'est ça. Et parce qu'en fait, je me dis, voilà, moi j'ai 50 ans, je suis en phase de transmission petit à petit. Je pense que c'est pas à 60 ans qu'il faut commencer ça. Et donc, la transmission, elle se passe aussi, enfin, l'outil de travail, il faut absolument le protéger, quoi. Parce qu'en fait, quand on devient retraité, ça devient un capital. Et en fait, on n'a pas envie de rentrer là-dedans. On a envie d'éviter ça. Mes parents, déjà, nous ont quand même bien montré la voie là-dessus, parce qu'ils étaient absolument pas ni patriarches, ni gourmands. Voilà, l'idée, c'est ça. Et ensuite, c'est bien sûr l'accueil de personnes hors cadre familial, hors milieu agricole, pour venir enrichir la paysannerie. C'est pour moi essentiel
C'est pas tous les jours facile parce que ça fait des fois des chocs aussi de rythme, et cetera. Nous, on a bossé comme des dingues, quoi. Et en fait, eux, ils ont pas envie forcément de se tuer et ils ont bien raison. Et donc, ça nous apprend en fait ça aussi. C'est important de recentrer les choses, quoi. Voilà. L'esclavage moderne, il est là, quoi. L'esclavage moderne, surtout en élevage. C'est pour ça qu'il y a plus personne qui veut en faire. Jean-Baptiste, lui, il en a eu marre. Il avait envie de changer de métier et voilà. Moi, j'aime trop ce que je fais. J'espère que je vais arriver à accompagner ce changement, à faire qu'on va se transformer en ferme collective. Je pense qu'on pourrait être une vingtaine au moins à travailler ici. Ah oui, carrément, 20. Ah oui, bah, on a 70 hectares. 70 hectares, pour moi, ce qui pose problème sur l'agriculture, c'est l'ultra-spécialisation qui fait qu'on est très dépendant de la mécanisation. Tout à fait. Le fait qu'on se cale aussi sur une rémunération correspondant en fait aux autres catégories socioprofessionnelles, qui est complètement aberrant. On n'y a jamais, enfin voilà, nous on est payé 3 euros de l'heure, donc bon. Mais on est quand même dans des trucs, on aimerait bien atteindre ça. Mais en fait, c'est pas comme ça, on peut le prendre à l'envers, je pense. On peut se dire, on va baisser aussi notre besoin, travailler sur notre résilience, travailler sur la diversité de la ferme, sur la coopération. En fait, c'est refaire, recréer des liens communautaires, quoi, avec aussi l'environnement, etc. Ce qui reste quand même un peu compliqué, notamment avec le voisinage. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de liens. Bah, après, je pense que ça va venir, parce que les générations changent et tout ça. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on s'entraide, quoi. Ouais. Qu'on s'entraide et qu'il y ait plus de gens. Tu le disais, toi, tu essaies vraiment, en plus, sur le terrain, d'aller vers ce courant, d'aider les jeunes qui sont pas issus du monde agricole à s'installer. Moi, c'est aussi en grande partie pour ça que je fais ces vidéos-là, quoi. C'est pour remettre du lien là-dedans, redonner envie aux gens de nous nourrir, parce que ça va être, et bon, du coup, je vois bien la résilience que tu essaies d'avoir sur ta ferme. On n'est pas sans savoir que si on trouve pas une résilience dans nos modèles agricoles aujourd'hui, c'est des famines demain. Exactement. Sur ça, en fait, les gens se rendent absolument pas compte de la fragilité que l'on a. Aujourd'hui, on dit oui, mais alors il y a le changement climatique, donc on va plus pouvoir cultiver de maïs. Mais en fait, le maïs n'est pas une culture vivrière. Donc en fait, si on veut vraiment faire de l'agriculture vivrière, il y a quand même des choses en échelle à modifier. Bon, après, faut pas se leurrer, hein, c'est un retour à la terre. Là, les gars des villes, il y a un moment donné, il va falloir se poser des questions. Se dire, mais aussi, pour pouvoir faire un retour à la terre, encore faut-il qu'il y ait accès à la terre. Tout à fait. Et ça, c'est un autre problème, mais qui va en devenir rapidement moins un, vu le départ en retraite qui est là. Maintenant, on le sent. Là, il y a énormément de terres qui se libèrent. Les fermes, voilà. Et les gars, ils sont tout seuls, ils font 200, 300 hectares. Ici, bon, à un moment donné, bon, ça va s'arrêter, quoi. Voilà, tu vas pas avoir 1000 hectares ici en Béarn, je vois pas trop le. Voilà. Et il y a de moins en moins d'agriculteurs, il y a de moins en moins d'éleveurs. Et bon, moi, je pense que ça va s'arrêter à un moment donné. Et que du coup, ben, il va bien falloir peut-être revoir la copie sur. Mais c'est quand même, on est dans un modèle capitaliste qui est plombant parce que quand tu regardes le prix des terres agricoles aujourd'hui, qui a suivi l'évolution du terrain à construire, et oui, en termes de rentabilité, c'est aberrant. Il y a des choses simples à faire, hein. Moi, je veux bien demain être ministre de l'Agriculture. Je pense que j'ai trouvé plein de trucs à faire. Je pense que les gens qui regardent cette vidéo sont OK pour que tu sois ministre de l'Agriculture. Ouais, ok, quand vous voulez. C'est Oh, l'heure. 19h30, je joue dans 1 heure, attends. Non, On on va- arrête. Ouais, on va juste, parce que c'était super Clôture. intéressant, ouais, clôturer, mais parce que c'est vrai qu'on a vu plusieurs ateliers, mais j'aimerais parler un peu technique et commercialisation un petit peu, parce que ça, on l'a pas vu. Effectivement, ici, vous avez un magasin de Ouais. producteurs, vous transformez le lait, vous faites Ouais. du fromage, vous faites des yaourts, vous faites de la viande de porc, vous faites de la viande de bœuf, Ouais. vous faites 1000 et une choses, en fait, ici. Oui, bah après, c'est la valorisation de ce que l'on a. Là, la diversification, après, une fois que tu as la clientèle, tu peux faire plein de choses. Ouais, mais le magasin ici, il était hyper important parce que nous, on fait de l'accueil à la ferme, on est ferme pédagogique. Donc, D'accord, aussi. on reçoit, oui, on Ok. reçoit minimum 1 millier d'enfants dans l'année et à peu près autant de particuliers et d'adultes, voilà. Et ça, c'est hyper important parce qu'on utilise la ferme comme un outil pédagogique pour expliquer le vivant et pour expliquer la production d'aliments sains. Ça, c'est central et c'est pour ça qu'on a un magasin, les gens viennent, c'est visite gratuite, ils viennent dans les horaires d'ouverture. Et voilà, donc c'est vrai que produire soi-même ces produits, les valoriser, en fait, on retrouve toute la responsabilité que l'on a sur la façon de produire et sur la façon de transformer et la façon de le vendre aussi. Voilà. Dans la chaîne du respect, c'est hyper important. C'est difficile quand on vend à une coopérative, on n'a pas le résultat final. C'est difficile d'avoir cette responsabilité. Moi, elle est venue au moment où on a commencé à faire de la vente directe, en fait. Et c'est ça qui nous a amené aussi
à changer de système, à aller de plus en plus vers le bio, parce qu'on était en interaction avec les citoyens qui venaient nous poser des questions, qu'on trouvait très bêtes au début. Et puis en fait, ça fait germer des choses dans nos têtes. Et petit à petit, en fait, on se rend compte qu'ils nous ont fait évoluer. Donc ça, c'est intéressant. Parce que du coup, c'est toi, avec JB, qui avait fait la conversion ici. Exactement. En 2010, les terres, la conversion, et 2013, les vaches. Bio Aujourd'hui, maintenant. toute la production est bio. Ouais, toute la production est bio, mais c'est plus que ça. On est 100% herbe. Fanny, c'est un vrai plaisir de discuter avec toi. Je pense qu'on peut parler une après-midi ensemble facile. J'ai adoré t'écouter parler. Le problème, c'est qu'on a un spectacle qui va commencer dans pas longtemps. Donc, on va être obligé de terminer cette vidéo-là. Moi, j'aime juste terminer ma vidéo en te demandant si tu as un conseil à donner aux gens qui veulent s'installer. Ouais, n'ayez pas peur et croyez en vous. Et surtout, entourez-vous de personnes fiables et jamais un seul conseil, plusieurs conseils. Voilà, engranger de l'expérience quand même, parce que c'est un métier pas facile. Voilà, il faut croire en soi, surtout, c'est ça, quoi. Ayez confiance en vous. Merci beaucoup, Fanny. Avec plaisir. Adieu.